Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin l'audition par la Commission des Finances de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Il est entendu sur le rapport annuel qui a été rendu public le 12 février. C'est le premier à avoir affirmé que l'objectif du gouvernement de ramener le déficit public à 3% du PIB fin 2013 aurait peu de chances de se réaliser. Et depuis, Bruxelles l'a estimé à 3,7% pour cette année. Même chose du côté de la prévision de la croissance, évaluée à 0,8% cette année, elle aussi enterrée. Résultat, pour la Cour des comptes, l'État doit revoir sa copie et trouver de nouvelles économies. Tous les membres du gouvernement se réunissent d'ailleurs ce matin pour un déjeuner économique à Matignon auprès de Jean-Marc Ayrault. Objectif, faire le bilan de la situation budgétaire et des finances publiques au regard notamment de l'emploi, de l'investissement et de la croissance. D'ici à la fin de la semaine prochaine, ils doivent recevoir leur lettre de cadrage qui fixe leurs orientations en matière de dépenses. Pour Didier Migaud, en tout cas, la priorité doit être portée sur la maîtrise des dépenses. Il préconise également une fiscalisation des allocations familiales. Tout de suite donc, direction la salle Clémenceau pour l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Très bonne matinée à tous sur Public Sénat. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les présidents de Chambre et conseillers maîtres, mes chers collègues, nous allons entamer une audition qui s'annonce particulièrement intéressante. Tout récemment, le 13 février, le Premier Président est venu solennellement mais substantiellement présenter le rapport public de cette année, et il se trouve que l'hémicycle était bien rempli, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas forcément le cas à ce point les années précédentes. C'est sans doute un signe des temps, c'est sans doute aussi le signe de l'intérêt du débat qui suivait. Mais je crois qu'il faut dire que le rapport public remis en ce début d'année 2013 a un impact tout à fait réel, et que la Cour des comptes est la juridiction financière et en même temps le grand auditeur de l'État, si j'ose ainsi m'exprimer, qui est susceptible de poser de vraies questions, de faire vivre les problématiques, de les approfondir et de faire tout cela en lien étroit avec le pouvoir législatif. Ce matin, nous avons prévu une séance interactive, puisque la présentation globale a déjà eu lieu, mais au cours de cette présentation globale, le format de la séance ne permettait pas de nombreuses expressions. Donc, nous souhaiterions, Monsieur le Premier Président, qu'à l'issue d'une présentation liminaire brève, nous puissions ensuite entrer dans les sujets que nous avons sélectionnés en concertation entre nous, ceci permettant au rapporteur général, bien sûr, mais aussi aux différents rapporteurs spéciaux concernés par ces sujets de vous questionner, puis aux membres de la Commission de s'exprimer à leur tour et de vous interroger en toute liberté. Alors, je précise que cette séance de la Commission des finances, est-ce le cas de la Commission des affaires sociales? Non, nous avons
Non, 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 c'est une pure séance de la Commission des finances, pardonnez-moi, mais qui est retransmise par nos images, d'où le fait que nous siégions en salle Clémenceau. Et donc, Monsieur le Premier Président, vous allez intervenir au cours de ce propos liminaire sur deux thèmes. Les aspects globaux des finances publiques et de la gestion de la convergence, de la consolidation budgétaire, et d'autre part les aspects relatifs aux finances des départements. Et ensuite, et après que nous ayons pu nous livrer à un tour d'horizon sur ces deux aspects, nous aborderons plusieurs sujets sectoriels, questions sur la culture, l'écologie, le financement du logement, nos excellents débitants de tabac en particulier. Et vous avez à vos côtés les présidents de la première chambre, Raoul Brié, de la deuxième chambre, Gilles-Pierre Lévy, de la troisième chambre, Patrick Lefin, de la cinquième chambre, Anne Froment-Meurice, de la septième chambre, Evelyne Rath, et votre rapporteur général, puisque la Cour des comptes est une institution qui a aussi un rapporteur général, ce qui la rend naturellement proche de nous. Et je voudrais, Monsieur le Président, en vous demandant de bien vouloir prendre la parole sur les aspects globaux des finances publiques, vous demander si la contrainte des 3% de déficit nominal doit, à votre avis, être mise au placard, ou si cette contrainte doit continuer à être gérée simultanément avec celle du solde structurel, notion macroéconomique plus complexe, moins mobilisatrice, moins facile à expliquer à l'opinion publique, mais résultant du TSCG et de la loi organique que le Parlement a récemment adoptée. Donc c'est le premier aspect sur lequel certainement vous vous exprimerez, et j'y ajouterai, j'en resterai là, un second point. La loi organique à laquelle je faisais allusion a créé un Haut Conseil des finances publiques. Ce Haut Conseil va devoir exercer ses responsabilités. Vous en serez aussi le président. Et il serait utile que vous nous disiez ce que nous pouvons attendre de ce Haut Conseil des finances publiques. Doit-il se borner à donner une simple appréciation sur la sincérité et la fiabilité des prévisions du gouvernement? Peut-il un jour aller jusqu'à formuler des recommandations pour retenir éventuellement d'autres hypothèses et prévisions que celles proposées par l'exécutif? Quels seront les moyens dont disposera ce Haut Conseil pour faire face à des missions aussi évolutives? Il serait utile que vous nous en parliez, que vous nous dévoiliez, que vous leviez un peu le voile sur tout cela, sachant que cette instance va être paritaire et que vous avez procédé il y a quelques jours avec de nombreux témoins, et le procès-verbal en fait foi, au tirage au sort qui affecte des hommes et des femmes aux différentes autorités de nomination. C'était une première et les choses, naturellement, ont été faites dans les formes, Monsieur le Premier Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. J'ai déjà eu le plaisir, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de remettre le rapport en séance publique le 13 février dernier. Et à cette occasion,
j'en avais résumé les principaux éléments devant vous qui pouvaient être retirés des 45 sujets qui composent ce rapport public annuel de la Cour. Donc, comme vous le suggérez, je ne vais pas vous le résumer à nouveau, préférant plus directement répondre aux questions que vous avez souhaité nous poser. Et je suis entouré, comme vous l'avez précisé, de quelques présidents de chambre qui m'accompagnent, ainsi que de Jean-Philippe Vacchia, qui est là sur ma droite, qui préside la formation interjuridiction sur les finances locales que j'avais souhaité mettre en place il y a maintenant 2 ans. Alors, comme vous le savez, les sujets qui sont traités par la Cour dans son rapport public annuel s'adressent aux décideurs publics, bien sûr, à vous-même, aux citoyens également. Nous nous réjouissons de cette possibilité de pouvoir échanger avec vous, qui décidez en dernier ressort. Alors, à partir des constats que nous faisons, nous souhaitons être le plus utile possible, le plus constructif, d'où un certain nombre de recommandations que nous pouvons faire à partir de nos constats. C'est d'ailleurs ce que vous avez souhaité, puisque pendant très longtemps, la Cour ne faisait pas de recommandations à partir de ces constats. Et c'est le législateur qui avait souhaité que nous puissions formuler un certain nombre de pistes ou de recommandations, étant entendu que nous le faisons à notre place et que le dernier mot appartient bien évidemment aux décideurs politiques que vous êtes. Alors, bien évidemment, la situation des finances publiques est traitée dans ce rapport. Donc, je peux commencer à répondre à vos questions. Nous avons pu préciser que le redressement des comptes avait été engagé en 2011, qui s'était poursuivi en 2012 avec un effort structurel important, comme un effort structurel important est effectivement prévu dans la loi de finances initiale pour 2013. Sur 2012, ça représente un effort. Il faut remonter aux années 94 et 96 pour avoir un tel effort structurel. Donc ça montre qu'une prise de conscience a eu lieu. Et en ce qui concerne l'effort structurel prévu pour 2013, il est autour de 1,9% de PIB. Et c'est un effort sans précédent s'il est réalisé effectivement tel qu'il est prévu. Alors, effectivement, nous avons précisé que l'objectif de déficit effectif de 3% n'avait que peu de chances d'être atteint à partir d'un constat que nous faisons, c'est-à-dire des hypothèses de croissance qui peuvent ne pas correspondre à la réalité de la croissance sur l'année 2013. Et à partir du moment où il n'y a pas ces 0,8 de croissance, il peut y avoir autant de milliards en moins, ou tout au moins quelques milliards en moins, en ce qui concerne les recettes prévues. Puis il y a, j'y reviendrai vraiment tout à l'heure à partir de vos questions, d'autres incertitudes sur également les recettes comme sur les dépenses. Alors, c'est pas pour cela que nous proposons, pour reprendre votre expression, Monsieur le Président, une mise au placard de la notion de déficit effectif. Cela dit, nous disons qu'à partir du moment où le dernier traité européen, la dernière loi organique, a mis en avant ce que l'on appelle le déficit structurel et l'effort structurel, nous avons exprimé le souhait que les responsables politiques au niveau européen puissent, je dirais, préciser la part qu'il revient d'accorder à ces notions de déficit structurel et de déficit effectif. Si l'un doit l'emporter sur l'autre, il n'appartient pas à la Cour de le dire.
le déficit effectif reste quelque chose qui peut être important à partir du moment où ce déficit effectif nourrit d'une certaine façon la dette et l'endettement, mais il est intéressant aussi de raisonner indépendamment d'une conjoncture et de pouvoir prendre en considération le déficit structurel, calculé donc indépendamment de la conjoncture, et l'effort structurel. Et il vous appartient, une fois de plus, de préciser le poids respectif qu'il importe de donner à ces critères. Ce que nous disons, c'est compte tenu de l'effort structurel envisagé en 2013 et à partir du constat que nous faisons sur l'objectif de 3% qui peut ne pas être atteint, la Cour, c'est vrai, ne recommande pas des mesures supplémentaires pour atteindre à tout prix cet objectif de 3% de déficit effectif. Elle précise en revanche qu'il est très important que l'effort structurel prévu soit effectivement concrétisé et mis en œuvre. D'où la nécessité de lever quelques incertitudes, tant sur les recettes que sur les dépenses, pour pouvoir réaliser cet effort structurel. Voilà ce que je souhaite vous dire. Je ne veux pas être plus long, puisque j'aurai, je pense, à répondre à un certain nombre de vos questions. Donc, nécessité de concrétiser et respecter cet effort structurel, nécessité aussi d'axer l'effort sur la maîtrise de la dépense à partir du moment, mais je crois que c'est une des questions que vous souhaitez poser, où jusqu'à présent l'effort structurel repose essentiellement sur l'augmentation des prélèvements obligatoires dans des proportions très importantes et qu'il nous apparaît nécessaire de faire en sorte que sur les prochaines années, cet effort se porte sur la maîtrise de la dépense. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, notre rapport entend démontrer que cela est possible. À la fois ce rapport public annuel comme beaucoup de rapports de la Cour. Ce que nous pouvons constater, c'est que la France a un niveau de dépenses publiques élevé quand on compare ce niveau de dépenses avec d'autres pays dans le monde. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur que porte la Cour sur ce constat. C'est un constat que nous faisons. C'est le résultat d'un choix collectif dans notre pays pour la dépense publique. Mais nous constatons dans le même temps qu'il y a un niveau de prélèvements obligatoires qui est aussi parmi les plus élevés au monde. Or, ce que les évaluations montrent, quand elles existent, et nous considérons qu'elles sont insuffisantes, insuffisamment nombreuses, insuffisamment étayées, mais lorsqu'elles existent, elles montrent que les résultats en termes d'efficacité des politiques publiques, lorsqu'ils sont mesurés, ne sont pas toujours en rapport par rapport au niveau de dépenses. Et que ce doit être une question qui interpelle, bien sûr, les responsables politiques que vous êtes. Donc, nous pensons effectivement que des marges de manœuvre peuvent exister au niveau de la dépense publique sans remettre en cause ce qui peut constituer ce qui est appelé le modèle français ou le modèle social français. Et nous avons quelques illustrations dans le rapport public annuel qui montrent que si l'action publique était davantage ciblée sur les groupes ou les personnes qui normalement sont définis comme étant les cibles de l'action publique, si c'était mieux le cas,
il y aurait des économies possibles. Ce que l'on peut souvent constater, c'est un ciblage insuffisant, un pilotage insuffisant, avec du coup un certain nombre de dépenses publiques qui sont beaucoup plus importantes. J'avais utilisé cette expression. Bon, alors qu'il apparaît nécessaire d'arroser quelques fleurs, en fait, souvent, on irrigue, on arrose l'ensemble du jardin, avec une déperdition. On n'a pas besoin d'arroser avec de l'eau potable. Certes, voilà. Donc je vois que vous avez le souci des économies. Bon, donc voilà. Mais il nous apparaît possible de traduire davantage ce souci dans un certain nombre de politiques publiques, en faisant en sorte qu'elles soient davantage ciblées et davantage pilotées. Et puis il y a aussi, bien sûr, des exemples qui concernent d'autres acteurs de la dépense publique que l'État, à partir du moment où le redressement des comptes publics est nécessaire. Bien sûr, cela concerne tous les acteurs de la dépense, que ce soit l'État, mais également les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales. Si la situation financière des collectivités territoriales est plutôt saine, est à l'équilibre, compte tenu d'un certain nombre de règles qui existent, les collectivités territoriales sont également acteurs au niveau de la dépense et qu'il y a là aussi un effort de maîtrise de la dépense à conduire, et c'est la même chose au niveau de la sécurité sociale. Voilà, alors pour répondre à votre question sur le Haut Conseil des finances publiques, il va être mis en place prochainement à la suite de la loi organique que vous avez adoptée. Alors, il y a le principe de la parité. Cette parité ne sera pas totale à partir du moment où sont membres de droit du Haut Conseil, le premier président de la Cour des comptes et le directeur général de l'INSEE. Ce sont des hommes. Donc, donc, du coup, ça rentre dans la composition du Haut Conseil. Il y a 11 personnes. Bon, et donc, la parité s'apprécie. Au niveau des magistrats que je devrais désigner, je dois désigner 4 magistrats, 2 hommes, 2 femmes, et au niveau des personnalités qualifiées nommées par le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les présidents des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental. J'ai procédé au tirage au sort pour savoir qui du président du Sénat et du président de la commission des finances du Sénat devait désigner un homme ou une femme. Bon, même chose pour le président de l'Assemblée. Et en ce qui concerne le président du Conseil économique, social et environnemental, c'est pour ça que dans un premier temps, la parité ne sera pas atteinte, au-delà même de ce que j'ai pu dire sur le premier président et le directeur général de l'INSEE, c'est que s'agissant du président du Conseil économique, social et environnemental, le sort a fait qu'il doit désigner un homme. Bon. Sachant que, vous le savez, il y aura un deuxième tirage au sort qui sera pratiqué, puisque vous l'avez souhaité, pour définir la durée des mandats de chacun, puisque ce Haut Conseil devra être renouvelé par moitié au bout de 3 ans, donc devra être tiré au sort ceux qui auront un mandat de 3 ans et ceux qui auront un mandat de 5 ans, étant entendu qu'il faudra dans l'ensemble respecter la parité. À partir du moment où le président du Conseil économique, social et environnemental va désigner un homme cette fois-ci, il devra désigner une femme dans 3 ans. Voilà, ça c'est le résultat de votre vote au niveau de la loi organique. Donc les personnalités devraient être désignées d'ici ce soir par l'ensemble des autorités de nomination. Donc je pense que nous pourrons les rendre publiques demain. Vous devrez, au niveau de la commission des finances du Sénat, auditionner les personnalités qui auront été désignées par le président du Sénat et par le président de la commission des finances. Donc je pense que cette audition devrait intervenir dans la semaine du 10 mars. 13 mars au matin. Voilà, 13 mars au matin.
Et une première réunion de ce Haut Conseil devrait intervenir. Oui, les mandats sont de 5 ans, mais il y a un renouvellement au bout de 30 mois. C'est ça. Et la première réunion devrait avoir lieu le 21 mars, la mise en place, et je pense que la première saisine du Haut Conseil des finances publiques sera sur le projet de programme de stabilité adressé par le gouvernement français à la Commission européenne d'ici le 30 avril. Donc il faudra que d'ici le 15 avril, le Haut Conseil ait pu exprimer son avis sur ce document. Donc, vous avez bien précisé dans le texte organique quelles étaient les missions de ce Haut Conseil. C'est un organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes qui a des missions bien définies, c'est-à-dire qu'il doit exprimer un avis sur les hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement dans son programme de stabilité qu'il adresse et dans la confection des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi que sur les conséquences qu'il en tire, sur les questions, par exemple, d'élasticité des recettes par rapport aux hypothèses macroéconomiques retenues. Et puis, il aura également à donner un avis sur le respect de la trajectoire de redressement des finances publiques. Une fois de plus, c'est un avis, étant entendu qu'à chaque fois, il appartient au Parlement d'arrêter, bien évidemment, les décisions. Donc, j'ai tout à fait l'intention de faire en sorte que le Haut Conseil exerce pleinement ses missions. Je ne peux pas répondre complètement à votre question pour savoir exactement de quelle façon seront formulés les avis de ce Haut Conseil, puisque il faut que j'en parle également aux membres du Haut Conseil. Une fois de plus, c'est un avis, ce n'est pas des rapports qui nous sont demandés. Donc voilà, je pense qu'il faut que nous nous en tenions, bien sûr, à ce qui nous est demandé, ce qui est déjà pas mal. Puis au fil du temps, nous aurons à préciser la façon dont ces avis pourront être formulés le plus utilement possible pour que à la fois le gouvernement et le Parlement puissent en bénéficier au maximum. Voilà, Monsieur le Président, quelques propos introductifs et puis quelques premiers éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez souhaité me poser. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Eh bien, à présent, c'est notre rapporteur général, François Marc, qui va intervenir et vous questionner, certainement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je me dois tout d'abord de remercier Didier Migaud pour son exposé liminaire et remercier la Cour pour ces volumineux dossiers qui nous sont parvenus et ce rapport très conséquent. Vous savez que les sénateurs sont des gens scrupuleux, donc ils vont certainement tous s'efforcer de lire par le détail l'ensemble des éléments de ce rapport. Et nous avons avec nous les rapporteurs spéciaux qui auront certainement pour chacun dans leur partie des éléments plus précis sur lesquels ils ont travaillé et pourront vous interroger. Je m'en tiendrai donc pour ma part à quelques questions d'ordre général sur le budget et son exécution. Tout d'abord, en ce qui concerne le solde 2012, on a un sujet d'interrogation quant à savoir exactement quelle est la fourchette précise du déficit public de 2012 au sens du pacte de stabilité, parce qu'il y a visiblement quelques incertitudes sur le traitement comptable de la recapitalisation de Dexia. Et à ce sujet, peut-être pourrez-vous nous donner votre analyse, dans la mesure où dans votre rapport, vous estimez que si cette opération était comptabilisée comme une dépense au sens de la comptabilité nationale, cela aurait un impact sur le solde public de 2012. Alors pourtant, dans le dossier de presse
sur le collectif de fin 2012, le gouvernement considérait, je cite, que la décision d'Eurostat sur le traitement en comptabilité nationale de cette opération de recapitalisation et sur son année de rattachement, n'est pas encore connue. Donc, quels sont les éléments, Monsieur le Président, qui permettent aujourd'hui à la Cour de considérer que le rattachement concernera nécessairement 2012, puisque nos informations n'étaient pas tout à fait celles-là à ce jour. S'agissant des perspectives pour 2013, s'agissant en particulier de l'exécution du budget 2013, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les recettes fiscales et non fiscales qui seraient les plus susceptibles d'être inférieures aux prévisions? Pour quelles raisons, dans quelle proportion? Élément d'éclairage utile. Et s'agissant des dépenses, est-ce que vous pourriez nous donner des indications sur les aléas relatifs aux contentieux fiscaux résiduels et de financement des mesures nouvelles? Alors j'en viens à une question qui a longuement retenu l'attention des sénateurs quand on a voté la loi de finances pour 2013, et qui est la question de la répartition de l'effort entre les recettes et les dépenses pour 2013. Parce que vous considérez dans le rapport, je cite, que l'effort structurel pour 2013 est déséquilibré. Il repose pour moins de 25% sur la maîtrise des dépenses et pour plus de 75% sur la hausse des prélèvements obligatoires. Et, fin de citation, repose donc trop peu sur les dépenses. Alors, le bien fondé économique de cette affirmation, à mes yeux, ne va pas de soi, car les estimations économétriques habituelles, notamment le modèle Mésange du Trésor, suggèrent que si à long terme, une réduction de dépenses ne réduit pas le PIB, contrairement à une augmentation de recettes, à court terme, c'est le contraire. Dans ces conditions, la stratégie du gouvernement consistant à faire porter principalement l'effort sur les dépenses en 2013-2017, mais surtout sur les recettes en 2013, année où la croissance devrait être nulle, paraît adaptée, puisque si la croissance est une préoccupation, il faut chercher l'effet de levier le plus pertinent, et l'effet de levier d'un accroissement de recettes semble, aux yeux de l'économétrie en vigueur aujourd'hui, majoritairement reconnue, ça semble être préférable à court terme. Donc la Cour des comptes s'appuie-t-elle sur des travaux économétriques pour contester cette stratégie? Faire porter l'effort essentiellement sur les dépenses en 2013 ne susciterait-il pas inutilement une croissance négative, si on peut dire, rendant encore plus difficile la réduction du déficit? Est-ce que l'effet n'aurait pas été plus récessif si on avait procédé selon les préconisations implicites qui figurent dans cette analyse qui est faite aujourd'hui par la Chambre? Et au fond, quelles pistes vous semblent les plus prometteuses en termes d'économie sur les dépenses publiques? Peut-être pourriez-vous éclairer notre commission qui a bien besoin, sur ce sujet qui va nous occuper longuement dans les mois qui viennent, de points de vue les plus enrichissants possibles. Donc si vous pouvez nous donner quelques indications, nous serions preneurs. Voilà, Monsieur le Président, Très bien. quelques éléments de questionnement sur les considérations générales. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Et je suggère, Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, pour que, autant que possible, tous ceux parmi nous qui souhaitent pouvoir s'exprimer puissent le faire, que puissent à présent intervenir les rapporteurs spéciaux compétents sur les différents sujets que nous avons sélectionnés ensemble. Et par conséquent, s'agissant des collectivités territoriales, Jean Germain est-il là? Alors, s'il n'est... Ah, il est là, pardon, il est caché au coin, si j'ose dire. Donc, Jean Germain et Pierre Jarlier ont sans doute des sujets de curiosité.
Ensuite, nous pourrions passer aux questions relatives au RSA avec Éric Bocquet. Et je ne sais pas si Gérard Miquel est parmi nous. Donc, il y a un établissement public qui a retenu l'intérêt de la Cour et qui, je pense, peut retenir l'intérêt de Gérard Miquel, qui est l'ONEMA. Ensuite, notre rapporteur spécial pour la culture, qui suit la situation et la relative aisance de trésorerie du Centre des Monuments Nationaux, Yann Gaillard, aura sans doute à s'exprimer, et de même que sur la Fondation du patrimoine, et sans oublier que la culture est un domaine qui est suivi par un duo de choc avec Emery de Montesquieu, n'est-ce pas? Voilà, absolument. Voilà, donc je propose à chacun de ceux que j'ai cités de bien vouloir interroger le Premier Président et les membres de la Cour, de le faire naturellement avec tous leurs soucis habituels de la concision. Et donc, s'agissant des collectivités territoriales, lequel d'entre vous dégaine le premier? C'est Pierre Jarlier? Alors. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais évoquer la situation des départements. Dans votre rapport, vous indiquez que les fonds d'urgence seront insuffisants pour résoudre leurs difficultés, et on ne peut être que d'accord avec évidemment ce constat. Vous évoquez aussi la nécessité de renforcer la péréquation, notamment au titre des DMTO et de la CVAE, et vous proposez d'en revoir les critères. Alors là, on ne peut évidemment être aussi que partager cette nécessité, d'autant que les modalités d'attribution de la péréquation au titre des DMTO ont été considérablement modifiées dans la loi de finances 2013 et ont suscité plus qu'une réelle inquiétude, un réel mécontentement des départements qui étaient traditionnellement considérés comme plutôt pauvres. À titre d'exemple, on a vu les Bouches-du-Rhône hériter de plusieurs millions d'euros pendant que la Creuse ou le Cantal en perdaient par exemple 2. Alors, Monsieur le Président, ma question portera sur justement les critères de définition de richesse des départements, plus généralement d'ailleurs des collectivités. On fait référence souvent au potentiel financier, on fait au potentiel fiscal, potentiel financier qui a aussi évolué à la suite de la réforme de la taxe professionnelle, puisque nous avons intégré dans ce potentiel financier notamment des compensations, voire certaines compensations virtuelles, puisque au titre du FNGIR, certains n'ont jamais bénéficié de cet argent. Et donc, il y a d'autres critères aussi, comme les critères de revenus par habitant. Est-ce que ce critère de revenus par habitant est, selon vous, d'ailleurs, un critère qui est un indicateur synthétique de charge, comme on l'a utilisé, par exemple, pour le bloc local, sachant que, malheureusement, on l'a ramené au nombre d'habitants, justement, dans le calcul des DMTO, ce qui a posé quand même beaucoup de problèmes. Et donc, selon vous, dans la perspective de nouvelles restrictions des dotations de l'État, vous avez évoqué d'ailleurs qu'il ne pouvait pas y avoir de solution dans cette direction. Comment faudrait-il faire pour pouvoir avoir un classement de richesse plus objectif de ces départements pour mieux établir une péréquation horizontale entre ces départements, et quels sont les indicateurs qui vous sembleraient donc les plus pertinents? Merci beaucoup à Pierre Jarlier. La parole est à Jean Germain. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, vous proposez un renforcement, lors de votre présentation du rapport devant le Sénat, la Cour considère qu'il existe, je la cite, des marges de manœuvre importantes dans les communes et les intercommunalités. Ce qui est un jugement qui n'est pas forcément partagé, mais qui est acceptable. La proposition que vous faites de réallouer une partie de la fiscalité locale entre départements et blocs communal par un échange entre DMTO et foncier bâti afin de dégager des marges pour les finances départementales, est-elle de la compétence du rapport de la Cour? N'interfère-t-elle pas avec le comité des finances locales, qui est de nature constitutionnelle? Et si on acceptait cette possibilité, est-elle conciliable, cette proposition, avec la diminution à venir des dotations
qui a été annoncé, 1,5 milliard d'euros par an, donc diminution dont le doublement a été annoncé et qui risque de peser essentiellement sur cet échelon. Je rappelle que les collectivités territoriales réalisent une grande part de l'investissement public français civil et que donc cette question ne peut pas être examinée séparément des objectifs de croissance, des objectifs de maintien de l'emploi, des objectifs de création annuelle de logements. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, question sur la mission Solidarité, dont le rapporteur spécial est notre collègue Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, quelques mots sur le RSA qui est évoqué dans le rapport et qui rappelle les difficultés que nous avions nous-mêmes observées l'an dernier et cette année à nouveau en matière de faible taux de recours notamment. Mais cette question a également été évoquée lors de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté organisée en décembre dernier et avec l'une des décisions prises concernant le RSA d'une augmentation de 10% sur les 5 années qui viennent. Alors, je me pose bien sûr la question de l'assurance quant au financement de cette revalorisation, alors qu'on vient de le rappeler, les départements qui ont la charge de cette prestation sont pour beaucoup d'entre eux, dans une très grande précarité financière, et donc une situation très fragile. Donc, comment cette augmentation programmée va-t-elle être intégrée, gérée ? Par ailleurs, dans quelle mesure cette revalorisation va concerner également le RSA activité, qui a ses spécificités, et est-ce qu'elle permettra de répondre aux défis mentionnés dans la partie que vous consacrez au RSA activité dans votre rapport, critiquant notamment son faible impact sur le taux de pauvreté dans notre pays. Enfin, un dernier point concernant le RSA jeune, qui est un dispositif à l'évidence qui a du mal à décoller, il n'a pas encore réussi à décoller. Alors, est-ce que les constats que vous avez faits pour le RSA activité sont également valables pour cette prestation RSA jeune, ou y a-t-il des raisons particulières, des problèmes spécifiques qui expliqueraient l'échec de cette prestation? Voilà, j'ai été très concis. Merci beaucoup, et avec d'autant plus de mérite que le sujet est considérable. Alors, en remplacement de Gérard Miquel, qui a dû nous quitter pour le Salon de l'Agriculture, est-ce que... Non, mais alors c'est bien noté pour le tour suivant. Donc, en remplacement de M. Gérard Miquel, M. Yannick Botrel pourrait-il intervenir sur la politique de l'eau, sur l'ONEMA ? Monsieur le Président, pour tout vous dire, vous me prenez un peu au dépourvu, plutôt sur d'autres sujets que j'aurais souhaité intervenir, mais je n'ai pas de questions particulières à poser sur le débat. En tous les cas, M. Miquel ne m'a pas laissé d'instruction particulière. Écoutez, donc ça permettra à d'autres collègues de s'exprimer au second tour, si j'ose ainsi m'exprimer. Alors, nous venons à la culture avec M. Yann Gaillard et éventuellement M. de Montesquieu, s'il le souhaite. Merci, Monsieur le Président. Le rapport public, Monsieur le Premier Président, comporte 2 insertions relatives à la politique de protection du patrimoine. La première concerne la Fondation du patrimoine que vous qualifiez d'organisme juridiquement hybride largement financé par des fonds publics. Voilà qui est une définition intéressante. Vous estimez que la Fondation a répondu aux objectifs de sa mission dans la mesure de ses moyens, selon des modalités d'action originales et dans des conditions de gestion satisfaisantes. Pensez-vous que ce modèle singulier, que vous jugez positif, serait transposable à d'autres domaines de la politique publique? Vous regrettez néanmoins, dans votre rapport, que, du fait même de son régime juridique, la dépense publique de la Fondation dans ses diverses actions reste mal cernée dans son montant et peu lisible dans son fléchage. Comment améliorer cette situation selon vous, et notamment l'information à destination du Parlement?
Alors il y a une seconde insertion qui me paraît plus critique et qui relève des suites données à votre contrôle de 2010 sur le Centre des monuments nationaux, contrôle réalisé à la demande de la Commission des finances, à notre demande, dans le cadre de l'article 58, deuxièmement, de la LOLF. Vous estimez que les réformes sont insuffisantes. L'établissement public n'a pas pris en compte la réforme du régime de la domanialité publique de 2008. La gestion demeure insuffisamment rigoureuse, absence de contrat État-CMN, niveau de ressources propres trop peu ambitieux et absence d'indicateurs de performance. C'est une incertitude que vous jugez préjudiciable et qui demeure dans le champ d'action du Centre des monuments nationaux. Et la sous-consommation des crédits d'entretien et de restauration perdure malgré quelques progrès constatés récemment. Je crois d'ailleurs savoir que le responsable du CMN a en quelque sorte payé ses observations. Quelles sont, selon vous, Monsieur le Premier Président, les causes de cette inertie? La tutelle exerce-t-elle pleinement ses missions? La réponse de la ministre est-elle de nature à vous rassurer quant à la mise en œuvre prochaine des réformes préconisées à une remobilisation de la tutelle? Et s'agissant de la gestion, comment expliquer l'absence durable de contrat entre l'État et le Centre des monuments nationaux? Quel serait selon vous le niveau adéquat et réaliste des ressources propres? Quels seraient les indicateurs de performance les plus pertinents? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur spécial. Monsieur de Montesquieu. Oui, beaucoup plus brièvement. Monsieur le Président, vous constatez la bonne santé du cinéma français, due en partie au Centre national du cinéma. Mais les finances de cet organisme sont encore plus florissantes, puisqu'il y a 750 millions de réserves, ce qui, en une période où les finances sont un peu en mauvais état, me semble un peu une anomalie. Est-ce que vous comptez faire évoluer le financement du Centre national du cinéma? Eh bien, merci beaucoup, Monsieur de Montesquieu. Monsieur le Premier Président, puis-je vous suggérer de répondre ou de faire répondre de manière encore plus synthétique que les questions ne l'ont été, et sachant que tout cela pourra bien entendu être complété en procédure écrite, car j'ai pour le second tour déjà un certain nombre d'inscrits et je ne voudrais pas qu'ils soient privés d'intervention. Je vais essayer, Monsieur le Président, même si les questions sont lourdes. Bon, et nécessitent de notre part un certain nombre de développement. Alors, tout d'abord, pour répondre aux questions du rapporteur général sur Dexia et sur cette opération. D'abord, le traitement de cette opération en comptabilité nationale ne relève pas de la compétence de la Cour, relève de la compétence de l'INSEE sous le contrôle d'Eurostat. Et la Cour n'a pas à se prononcer d'ailleurs sur cette question qui concerne non seulement la France mais également la Belgique. Alors, nous avons toutefois affirmé que l'exercice de rattachement devrait être 2012. En effet, le vote de la loi de finances rectificative qui a ouvert les crédits nécessaires, l'Assemblée générale de Dexia qui a approuvé l'augmentation de capital et le versement de l'État à Dexia ont eu lieu en décembre 2012. Bon, donc, ce qui, normalement, doit permettre un rattachement à 2012. Alors, si le dossier de presse du gouvernement envisageait la possibilité d'un autre exercice de rattachement, c'est qu'au moment où ce dossier de presse a été constitué, il n'était pas totalement sûr que l'opération soit réalisée avant la fin de l'année. Je pense que ça explique le décalage qu'il y a pu y avoir entre l'affirmation de la Cour et puis ce qui était contenu dans le dossier de presse, hein, puisque les dossiers de presse, ils devaient être prêts pour septembre, hein, le jour de... C'était en loi de finances rectificative, mais elle a été adoptée... Une incertitude sur Voilà. Et tout a pu être organisé dans le mois de décembre. Or, sur le niveau de déficit public en 2012,
nous avons écrit qu'il a vraisemblablement été proche de l'objectif, à savoir 4,5% du PIB, mais nous avons également noté qu'un déficit supérieur pouvait ne pas être exclu en raison de recettes vraisemblablement plus faibles que prévu, hein, tant pour l'État que pour la sécurité sociale. Alors, on a pu constater récemment que la Commission européenne retenait pour 2012 une estimation de 4,6 dans ses récentes prévisions. Bon, je pense qu'il est difficile, sans avoir les éléments précis, hein, d'avoir une idée plus précise. Le montant du déficit public mesuré selon les normes de la comptabilité nationale sera publié par l'INSEE dans peu de temps, d'ailleurs à la fin du mois de mars. Compte tenu du caractère encore fragile, incomplet des informations qui sont disponibles, notamment d'ailleurs sur les administrations publiques locales, en fonction du résultat sur les collectivités territoriales, il peut y avoir du coup une variation possible. La Cour n'a pas souhaité présenter, même sous forme d'une fourchette, une prévision de solde des administrations publiques. On s'est contenté de dire que vraisemblablement on serait proche de l'objectif, étant entendu que on en sera d'autant plus proche si tout dépendra aussi de la décision prise par les autorités INSEE et Eurostat sur Dexia. Ça peut là aussi correspondre à de l'ordre de 0,2 points de PIB. Or, sur l'objectif de déficit de 3%, je ne reviens pas sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure. La Cour, effectivement, par rapport à l'objectif de solde effectif et à sa réalisation, nous avons pu observer que la poursuite de cet objectif coûte que coûte pouvait avoir des effets négatifs sur la croissance, trop important lorsque la conjoncture économique est durablement mauvaise et que cette situation, en plus, est partagée par la plupart des partenaires économiques de la France en Europe. D'ailleurs, on pourrait avoir le même raisonnement par rapport à un objectif de déficit effectif dans une période de forte croissance. Ça présente aussi des inconvénients symétriques, car l'objectif peut être atteint beaucoup plus facilement et sans avoir à prendre des mesures de redressement dans une perspective à long terme. Bon, donc c'est pour cela que raisonner seulement en termes de déficit effectif peut ne pas apparaître suffisant. D'ailleurs, les Européens en sont convenus, ce qui explique le récent traité européen et donc la dernière loi organique. Alors, il y a à préciser, compte tenu qu'il y a plusieurs objectifs qui sont mis sur la table, le poids respectif qu'il convient d'accorder à l'un et à l'autre. Bon, et ça, c'est une décision qui relève des politiques. C'est pourquoi nous avons appelé justement à cet arbitrage. Alors, en ce qui concerne les recettes en 2013, pour nous, les recettes publiques, fiscales et sociales en 2013, bon, a priori, seront inférieures aux prévisions du gouvernement associées au projet de loi de finances pour plusieurs raisons. D'abord, si la croissance n'est pas au rendez-vous des 0,8, comme cela semble être le cas, vous le savez, pour un demi-point de croissance en moins, les recettes publiques sont réduites de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. Ce sont bien sûr des ordres de grandeur. Donc c'est le premier point. Ensuite, la prévision pour 2013 repose sur des élasticités de prélèvements obligatoires à l'évolution de leurs assiettes qui sont vraisemblablement calculées de façon trop optimiste, notamment pour l'impôt sur les sociétés. Et l'enjeu pourrait être de l'ordre, là aussi, de 4 milliards d'euros. De plus, vraisemblablement, les recettes fiscales de 2012, notamment la TVA, seront inférieures aux prévisions, ce qui peut avoir un effet en base
donc sur celle de 2013. C'est encore difficile d'estimer cela à ce stade, mais il en est vraisemblablement de même des recettes des administrations de sécurité sociale, d'où une nouvelle incertitude. Il y a aussi également deux facteurs d'incertitude qui fragilisent les prévisions de recettes. C'est d'une part le chiffrage des mesures nouvelles. Bon, c'est jamais facile à faire et on peut apercevoir parfois des décalages entre une estimation et puis la réalité. Et puis il y a également le coût en 2013 des contentieux fiscaux communautaires qui s'imputent sur les remboursements et dégrèvements des recettes fiscales et du coup réduit les recettes nettes. Alors, voilà un peu toutes les incertitudes que nous avons pu pointer sur les recettes fiscales. Il y a également un élément d'incertitude pour les recettes non fiscales, là aussi, qui sont assez difficiles à évaluer à ce stade. Hein. C'est tout ce qui touche aux recettes non fiscales et aux dividendes des entreprises publiques. Bon, ces dividendes pouvant être inférieurs à la prévision, mais là l'enjeu est une fois de plus difficile à estimer. Alors, les aléas sur les dépenses. Il y a ce que j'ai dit sur les contentieux fiscaux, puisqu'il faut raisonner à la fois en termes de recettes et de dépenses. Mais enfin, c'est d'une certaine façon une dépense, hein, à partir du moment où c'est prélevé sur les recettes. Le coût du contentieux relatif au précompte qui est inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en comptabilité nationale est de 1,8 milliard d'euros en 2013, après 0,2 en 2012, et celui du contentieux sur les OPCVM est de 1,8 milliard en 2013, après 1,5 milliard en 2012. Alors, pour ce qui concerne le contentieux relatif au précompte, les arrêts du Conseil d'État de décembre 2012 ont été en fait plus favorables que redoutés pour le budget de l'État, mais la Direction générale des finances publiques n'était pas en mesure, début février, d'en tirer toutes les conséquences financières. Pour ce qui concerne le contentieux relatif aux OPCM, les remboursements effectués en 2012 ont finalement été quasi nuls, et les remboursements prévus en 2012 seront donc vraisemblablement reportés sur 2013, mais ceux prévus en 2013 pourraient, de ce fait, aussi être en partie reportés sur 2014. Mais là, nous serons en mesure de vous apporter des choses plus précises dans le cadre de notre rapport sur l'exécution du budget 2012 d'ici le 30 mai prochain. Alors, il y a un certain nombre d'aléas sur les dépenses. Le principal aléa, d'ailleurs, repose sur les dépenses d'indemnisation du chômage. Là, il y a un décalage entre l'estimation de Bercy et le montant prévu par l'UNEDIC, un décalage de l'ordre de 2 milliards d'euros. Le gouvernement prévoit 1,8, je crois, c'est ça, alors que l'UNEDIC prévoit une augmentation supérieure à 8%. D'augmentation, bien sûr. Donc, du coup, cette différence de prévision représente de l'ordre de 2 milliards. Alors, les objectifs de dépenses qui étaient inscrits dans les rapports annexés au projet de loi de finances apparaissaient difficiles à atteindre compte tenu des informations qui pouvaient être disponibles en septembre dernier. Ils le sont encore aujourd'hui, peut-être même davantage, à partir du moment où il y a un prélèvement supplémentaire de 800 millions d'euros qui a été ajouté en loi de finances par voie d'amendement en faveur de l'Union européenne, et où des mesures nouvelles non encore budgétées ont été annoncées et susceptibles d'avoir des effets sur 2013. Nous pensons au plan pauvreté ou au contrat de génération. Puis vous avez bien évidemment les prévisions de dépenses des collectivités territoriales qui sont toujours difficiles à établir et fragiles. Il y a un aléa qui existe, mais il faut reconnaître qu'il est symétrique. Il peut être à la hausse ou à la baisse.
Donc, ce que nous avons dit, c'est que compte tenu de ces incertitudes, le suivi de l'exécution des dépenses publiques nécessite donc une stricte vigilance et, le cas échéant, des mesures d'ajustement tout au long de l'année. Nous aurons également l'occasion d'y revenir dans notre rapport de juin sur la situation et les perspectives des finances publiques. C'est pour cela que nous avons dit que il est très important de concrétiser et respecter l'effort structurel prévu dans la loi de finances initiale. Alors après, vous avez remis en cause ce que nous avons pu dire sur le déséquilibre. Bon, c'est un constat que nous faisons sur le déséquilibre. C'est vrai que d'un côté, il y a 75% sur les recettes et 25% sur les dépenses. D'ailleurs, ce déséquilibre, il existe depuis le début. En 2011, sur l'effort structurel, il a porté à 100% d'ailleurs sur les prélèvements obligatoires. En 2012, un peu moins, de l'ordre de 75%, et en 2013, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Alors, la réduction de dépenses étant plus douloureuse, on se trouve toujours de bonnes excuses. Oui, pas seulement. Et puis elles peuvent avoir un effet moins immédiat qu'en ce qui concerne, bien sûr, l'augmentation des prélèvements obligatoires. Bon, en tout cas, Alors peut-être que sur les modèles macroéconomiques, le président Raoul Brillet pourrait apporter quelques éléments. En fait, le raisonnement, nous ne nous fondons pas sur des modèles macroéconomiques, pas plus sur Mésange que sur d'autres, pour fonder nos analyses. Je voudrais simplement signaler, sans rentrer dans le détail technique, que les modèles macroéconomiques ne distinguent pas de manière binaire ce qui est dépenses d'un côté ou recettes de l'autre. Il y a des effets macroéconomiques de la réduction de certaines dépenses qui sont équivalents à l'augmentation de certains prélèvements obligatoires. Je dirais une pesée sur les dépenses sociales ou une augmentation de la CSG ont macroéconomiquement les mêmes impacts. Donc je dirais ce n'est pas à travers des modèles macroéconomiques ou mésanges que la ligne générale du discours de la Cour, qui est un discours assez constant, se fonde, mais sur un certain nombre d'autres considérations que le Premier Président a rappelées tout à l'heure. Que je peux peut-être développer. Vous pouvez Fondamentalement, ce que nous constatons, et l'OCDE l'a fait avant nous, c'est que les ajustements budgétaires les plus efficaces et les plus durables et les plus porteurs de croissance économique à long terme sont des ajustements budgétaires qui ont plutôt porté sur la dépense que sur la recette. C'est une analyse que l'OCDE a faite de longue date. La deuxième remarque, c'est que nous avons un problème de déficit public. La France aussi a un problème de déficit de compétitivité, que si la compétitivité ne tient pas qu'à des questions de prélèvement, les questions de prélèvement y ont leur place, et que donc les marges de manœuvre en matière de prélèvement paraissent des marges de manœuvre réduites. Et puis troisième élément, mais ça a été rappelé clairement par le Premier Président tout à l'heure, et c'est l'argument essentiel, c'est que si on se compare à certains pays ou d'autres pays au niveau de l'OCDE, il est de fait que nous avons un niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés, le deuxième au sein de l'OCDE, mais que nous n'avons pas la contrepartie en termes d'efficacité des politiques publiques à hauteur de cette deuxième place en termes de dépenses, et que donc il y a, à partir de ce simple constat, des espaces pour une amélioration de l'efficience de la dépense publique. Voilà, je dirais, le rationnel qui sous-tend la position exprimée. Souhaitez réagir. Oui, 20 secondes. 20 secondes, parce que on a mis en place le Haut Conseil des finances publiques qui est adossé à la Cour des comptes. Il est prévu que ce Haut Conseil puisse s'appuyer sur des outils, des modèles économétriques et qu'il indique quels sont les outils auxquels il fait référence pour donner son analyse contradictoire. Donc cette exigence que j'ai formulée s'agissant de l'avis qui a été émis à la Cour des comptes et qui est en contradiction avec ce qui a été fait par le gouvernement sur un modèle économétrique connu, appelle, si on prend un avis différent, à pouvoir s'appuyer sur des outils prévisionnels fiables. Et cet exercice, on aura à le faire à vos conseils. En l'occurrence, moi j'anticipais sur cette exigence en demandant sur quoi vous vous fondez
pour dire ce que le gouvernement a fait n'était peut-être pas ce qui était le plus équilibré. Et j'ai indiqué qu'il y avait une volonté d'équilibrage 50-50 dépenses-recettes à long terme, ce qui est dans le sens de ce que vous disiez, mais qu'à court terme, le modèle Mésange avait conclu à ce que l'effet de levier était plus efficace sur la croissance si on jouait un peu plus sur les recettes pour démarrer. Mais à long terme, c'est 50-50, on est d'accord. Ça, il conviendra de le vérifier. Le Haut Conseil pourra effectivement le faire, puisque ce sera pour partie son rôle et ce que vous avez souhaité. Mais il n'y a pas de contradiction d'ailleurs dans ce qui a été dit par les uns et par les autres sur la durée. Parce que le redressement des comptes, il s'apprécie essentiellement sur la durée et il doit s'apprécier aussi indépendamment d'une conjoncture, tout en tenant compte, bien évidemment, de cette conjoncture. Sinon, vous souhaitiez que j'aborde un sujet avant de... Premier Président, si vous pouviez, par égard pour nos collègues qui sont intervenus, répondre ou faire répondre de manière très synthétique aux différentes interventions, cela nous permettrait d'engager un second tour de questions. C'est-à-dire que par égard aux auteurs de questions, il y a 10 demandes d'intervention de notre côté, et sachant qu'à partir d'une certaine heure, l'assistance se raréfie, je ne voudrais pas qu'il y ait des porteurs de questions qui soient frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer. Il faut qu'on équilibre entre des frustrations possibles, parce que si je ne réponds pas... C'est une question d'effort structurel et donc voilà, de juste répartition des frustrations entre nous. Voilà. Alors sur les questions concernant les départements, bon, c'est Pierre Jarlier qui a posé cette question. Bon, notre insertion sur les départements montre bien que comme on pouvait s'y attendre, il y a un vrai effet de ciseau en fonctionnement, avec des dépenses réelles de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes réelles qui stagnent. Les dépenses sociales voient bien sûr leur poids continuer de s'accroître. Elles représentent à elles seules un peu plus de la moitié des charges réelles de départements. Et on le voit bien, au niveau des recettes de droits de mutation à titre onéreux, elles diminueraient de 800 millions d'euros en 2012, alors qu'elles avaient très fortement augmenté en 2011 par rapport à 2010. Alors il y a Paris qui échappe, semble-t-il, à ce mouvement de baisse pour des raisons qui peuvent parfaitement se comprendre. L'épargne brute qui avait progressé entre 2009 et 2011 décroît maintenant dans des proportions sensibles, moins 5,55%, et en investissement, le mouvement de contraction se poursuit. Je crois que c'est un d'entre vous qui faisait observer que ces dépenses d'investissement se seront repliées de près de 19% au total en 3 ans, ce qui concerne les départements. Donc je dirais que les chiffres de 2012 confirment les analyses que nous avions pu faire. Alors, sur la péréquation départementale, je donnerai la parole, si vous le voulez bien, à Jean-Philippe Vacchia. Sur la redistribution des ressources entre niveaux de collectivité, je voudrais dire à Jean Germain que la proposition que nous formelons d'un transfert de droits de mutation à titre onéreux des départements vers le bloc communal, en contrepartie du transfert d'une part de la taxe sur le foncier bâti du bloc communal vers les départements, ce réaménagement n'a pas du tout pour objet de diminuer les ressources du bloc communal. Il devrait être équilibré. Il part de l'idée qu'il peut être utile d'augmenter la part modulable de la fiscalité des départements. Bon. Puisque on le voit bien en ce qui concerne les départements, la fiscalité indirecte représente une proportion importante, de pratiquement plus de 50%, 52%. Et donc, si on leur donne la possibilité de jouer sur ces droits de mutation, ça ne peut que renforcer leur
capacité en termes de ressources fiscales, sans remettre en cause, je dirais, la part des ressources fiscales du bloc communal, qui, je le rappelle, est composée à plus de 90% de fiscalité directe. Quand on raisonne à long terme, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une dynamique des MTO qui peut être plus avantageuse pour le bloc communal. Donc, une fois de plus, c'est le réaménagement de la fiscalité proposée par la Cour ne tend pas à réduire les marges budgétaires du secteur communal, mais à stabiliser l'évolution des ressources fiscales des départements. C'est l'objectif. Alors, quelle est la légitimité de la Cour à formuler ce type de proposition? Une fois de plus, nous ne décidons rien. Mais nous formulons, à partir du moment où, effectivement, au niveau de la Cour et des chambres régionales, il peut y avoir une capacité d'expertise, à partir des contrôles que nous faisons, nous nous permettons de mettre des pistes sur la table, étant entendu que c'est le Parlement qui en décide, et il n'y a pas du tout, je dirais, de concurrence avec le comité des finances locales, puisque les missions ne sont pas les mêmes. Sur la péréquation départementale, peut-être que Jean-Philippe Vacca peut répondre à la question qui a été posée. Oui, il est clair que dans la situation de contrainte où se trouvent placés les départements, l'une des voies que nous avons proposées dans le rapport, c'est le renforcement de la péréquation, qui n'est pas du tout négligeable d'ores et déjà, notamment à travers le fonds de péréquation des DMTO. Alors, à ce moment-là, on bute très vite, et vos débats en ont été la preuve, sur le concept de potentiel fiscal, de potentiel financier. La définition est la même, mais la composition se transforme profondément. Et donc, on aboutit à des différences de classement qui sont producteurs d'effets non nécessairement désirés. Parce que nous n'avons pas de proposition à faire sur une nouvelle définition ou une nouvelle composition du potentiel financier et du potentiel fiscal. Ce que nous disons, c'est que vraisemblablement, et plus encore aujourd'hui qu'hier, ça ne suffit plus comme référentiel, comme critère de redistribution des ressources entre les collectivités. Alors, dans le cas des départements, il y a la montée en puissance effectivement du critère du revenu. Nous avons vu ce qui a été fait, notamment à l'occasion de la loi de finances pour 2013, s'agissant notamment du fonds DMTO. Au-delà, on ne peut pas ne pas remarquer que la répartition des critères n'est pas exactement la même pour les DMTO et la CVAE. Je parle des deux fonds de péréquation, qui de toute façon ne sont pas du même ordre de grandeur. Après, nous, ce qui nous semble, par rapport aux études que nous avons faites département par département, nous pensons qu'il y a la troisième série de critères, c'est-à-dire le revenu, certes, mais au-delà, les critères véritablement de charges. Et notamment pour les départements, les charges en ce qui concerne les allocations universelles de solidarité, qui doivent pouvoir être recoupées, je dirais, avec les situations financières des départements qui sont très variables d'un département à l'autre. Et c'est en croisant ces critères que l'on peut déterminer des niveaux de fragilité. C'est ce que nous avons fait dans notre rapport. Donc, nous n'avons pas de formule toute faite à proposer. Il faut que la DGCL fasse marcher ses modèles. Mais notre conviction, c'est que véritablement, maintenant, il faut donner une part plus importante aux critères de revenus et de charges dans les mécanismes de péréquation, tant péréquation verticale, traditionnelle, que les mécanismes en développement de péréquation horizontale dont nous voudrions qu'elles se développent. Sur le RSA, rapidement, il y a une hausse du barème du RSA qui a été annoncée dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Bien évidemment, cette hausse du barème aura un effet sur toutes les composantes du RSA, que ce soit le RSA socle, le RSA activité et le RSA jeune, qui constituent en fait une seule et même prestation. Alors, pour ce qui concerne l'État, ce que l'on peut constater, s'agissant du RSA, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins de personnes qui en bénéficient par rapport à ceux qui seraient susceptibles d'en bénéficier concrètement. Bon, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs à une meilleure articulation entre ce dispositif de RSA et la PPE.
et on invite les pouvoirs publics à avoir cette réflexion. Alors, pour ce qui concerne plus particulièrement le RSA socle, qui était une des questions posées, qui, lui, est à la charge des départements. C'est bien qu'aucune estimation officielle n'ait été communiquée à la Cour, celle-ci pourrait représenter, notamment la revalorisation qui a été annoncée par le Premier ministre, un coût supplémentaire de l'ordre de 180 millions d'euros en année pleine. Alors, le Premier ministre a indiqué que ce coût serait compensé par l'État, mais les modalités de financement n'ont pas encore été, semble-t-il, en tout cas définitivement arrêtées. On n'a pas d'informations à ce sujet. S'il n'y avait pas de compensation, c'est sûr qu'il y aurait une dégradation du taux de couverture de la charge liée au RSA supporté par les départements et donc du coup une tension accrue sur les finances départementales, mais il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole de l'État en l'occurrence. En ce qui concerne bon, mais nous ne pouvons le constater qu'a posteriori. Bon, il n'y a pas de raison de le constater a priori. C'est le bon. Sinon, bon, sur le RSA activité comme pour le RSA jeune, hein, on fait les mêmes constats, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de bénéficiaires extrêmement réduit par rapport au potentiel de candidats possibles, alors, compte tenu d'une trop grande complexité. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent que les dispositifs ne sont pas complètement opérationnels. Et là, ça rejoint ce que j'ai pu dire par rapport à vraiment une réflexion qu'il faut conduire sur une meilleure articulation entre tous les dispositifs et notamment RSA, PPE. Bon, c'est pas la première fois que la Cour le dit et nous le redisons et nous vous invitons à ces évaluations le plus rapidement possible. Sur la protection du patrimoine avec la Fondation du patrimoine et puis le Centre des monuments, Centre national des monuments, peut-être que le président Lefa pourrait apporter les éléments que vous souhaitez. Nous connaissons bien parce que nous avons œuvré ensemble sur absolument. ce type de sujet. Monsieur le Président, donc sur la Fondation du patrimoine, le rapporteur spécial Yann Gaillard a tout à fait raison de souligner qu'il s'agit d'un être juridiquement hybride. Nous avons qualifié cela de modèle singulier, dans la mesure où il s'agit d'une fondation, donc de statut privé, qui a été décidé par la loi et placé sous le contrôle de la Cour des comptes. Donc c'est une histoire déjà un peu ancienne, puisque la création date de 1996. Organisme original aussi par le fait qu'il a une gouvernance qui laisse les responsabilités dans la main des fondateurs qui, depuis leur remise initiale, n'ont plus apporté de cotisations additionnelles. Et puis, elle délivre des agréments, le label Fondation du patrimoine. Et là, depuis 2003, c'est vous d'ailleurs qui les premiers l'aviez décidé, une recette domaniale affectée qui sont le produit des successions en déshérence. Donc c'est un modèle assez original et qui représente, donc, comme vous le savez, puisque c'est un sujet qui va vous concerner directement, au moins pour avis, quand le gouvernement présentera à l'automne prochain le projet de loi sur les patrimoines, c'est donc le volet non protégé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas monument historique. Donc c'est en fait la grande majorité, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de biens. Et le résultat pratique entre 2002 et 2011 est tout de même assez spectaculaire, puisque la Fondation a soutenu plus de 18 000 projets de rénovation, donc 14 000 privés et 4 000 publics. Hein, donc c'est une source que vous avez su, au niveau local, utiliser. Alors, est-ce que ce modèle singulier est transposable à l'action publique? C'était l'action publique. Alors, la première partie de la question, c'est en fait de savoir si c'est transposable
aux monuments historiques. C'est peut-être la première question que vous... Alors ça, on verra ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que le problème des monuments historiques, c'est qu'on en classe chaque année de manière supplémentaire 400, donc qui sont soit portés à l'inventaire, donc compétences régionales, soit nationales, et donc avec à la clé tous les avantages fiscaux représentant pour les travaux de restauration et les obligations face à des enjeux de sécurité de devoir faire intervenir la collectivité publique, collectivité territoriale ou État. Je ne sais pas ce que le gouvernement présentera, mais en tout état de cause, pour le moment, ce modèle est bien délimité et a produit incontestablement un effet positif. L'outil fondation est utilisé dans d'autres domaines d'action publique, notamment dans tout ce qui est la partie scientifique, les fondations de coopération scientifique, et puis il y a bien sûr les fondations partenariales. Pour le centre des monuments nationaux, alors oui, il y avait aussi la question sur comment améliorer l'information à destination du Parlement. Dès lors qu'il y a une recette affectée, c'est légitime que la représentation nationale en soit informée sur les conditions dans lesquelles elle est utilisée. Et donc qu'il y ait plus d'informations sur cette fondation nous paraît nécessaire. Sur le centre des monuments nationaux, alors là c'est aussi un sujet que vous connaissez bien puisque vous aviez demandé, votre commission avait demandé un rapport en 2010 qui vous a été remis à l'automne 2010 et nous en assurons le suivi. Nous sommes effectivement critiques sur le temps qui a été perdu depuis 2010 pour un ensemble de raisons qui doivent être mettent en cause la tutelle, mais aussi la direction générale de l'établissement. Vous avez signalé que le gouvernement en avait tiré par anticipation les conséquences, puisqu'on a maintenant un nouveau président, et qui est d'ailleurs l'ancien directeur général des patrimoines. Donc les conséquences, je pense, en sont tirées. Après, la question qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un modèle qui assure la mutualisation. Et donc, le moment venu, quand vous posez la question de savoir s'il faut reprendre le mouvement qui avait été amorcé de transfert aux collectivités territoriales de nouveaux monuments nationaux, la question, c'est en réalité de savoir comment on mutualise de façon à assurer le financement des travaux de restauration. Alors, incontestablement, dans tous les établissements publics culturels, c'est celui qui a le niveau de ressources propres le plus élevé. Il faut donc continuer, puisqu'il y a des sources d'économie possibles dans les établissements culturels, au travers de l'augmentation des ressources propres, donc les visiteurs. Et il faut aussi qu'ils consomment les crédits, ce qu'ils entreprennent seulement de faire avec le premier travail de restauration qui va être le dôme du Panthéon. C'est en fait le premier travail, puisque tous les problèmes qui avaient retardé les choses, c'était notamment la crise interne, mais aussi les compétences, transfert d'emploi entre les DRAC et le Centre des monuments nationaux, et également les problèmes de domanialité publique. Donc, il y a là un sujet d'interrogation pour l'avenir. Quant à la question du sénateur Raymond Montesquieu, elle ne fait pas partie de notre sur le cinéma, elle ne fait pas partie de notre rapport public annuel. J'étais venu devant votre commission, Monsieur le Président, vous le fait allusion, le rapport 58.2 sur le financement du CNC. Nous continuons à y travailler. Le gouvernement a tiré les conséquences puisque le fonds de roulement a été amputé, ébréché. Il en reste effectivement un volet important. Nous venons de terminer, et nous avons eu la réponse, donc je peux en faire état, le contrôle du fonds de garantie qui était versé chaque année à l'IFSIC, donc l'Institut de financement, qui joue un rôle évidemment important dans le préfinancement des productions, donc toute la partie en fait risque de fabrication des films et productions audiovisuelles. Et la conséquence
pratique qui est résultant de notre contrôle, c'est qu'il n'y aura plus de versement du fonds de garantie parce qu'ils sont arrivés à un étiage suffisant. Donc ça fait des économies pour le CNC et donc peut-être des pistes d'économies ultérieures. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel il faudra que nous y revenions. Il faudra clairement que nous y revenions. Nous travaillons sur un rapport public thématique qui couvrira l'ensemble des problématiques de soutien, les crédits d'impôt, les obligations d'achat, les obligations réglementaires et tout ce qui est lié à la chronologie des médias, et puis bien sûr le CNC et les aides aux collectivités territoriales, puisque sur plusieurs régions, nous avons fait un certain nombre de contrôles. Merci infiniment, Monsieur le Premier Président, et Mesdames et Messieurs les présidents et membres de la Cour. Alors je passe la parole à Monsieur Christian Bourquin. Monsieur le Premier Président, pour la sortie de crise qui nous préoccupe beaucoup à tous, nous avons de nombreuses voix d'experts dans le monde de l'économie, que ce soit en France ou en Europe, qui nous disent que c'est en investissant qu'on sortira de la crise. C'est le premier constat que je voulais faire en prenant la parole. Le deuxième, j'ai suivi, comme mes collègues, vos déclarations pour redresser les comptes. Beaucoup sont apparus dans la presse. Et vous recommandez d'aller encore plus vers l'austérité. Sur le terrain, la traduction de cela s'apparenterait à une purge, au point où on en est. Or, vous venez de nous le dire tout à l'heure, j'ai bien noté, le niveau, vous le dites toujours, le niveau de la dépense publique est élevé. Vous y associez les dépenses des collectivités territoriales. Or, dans la dépense publique, il y a l'investissement. Et vous ne semblez pas le déterminer comme cible ou comme pot de fleurs à arroser, ou du moins fleurs à arroser dans le jardin. Vous n'êtes pas allé jusque-là, et cela me trouble assez, au sens où, chacun le sait, plus de 70% de l'investissement public en France est fait par les collectivités territoriales. J'y suis d'autant plus sensible qu'étant moi-même président d'une région, j'ai mené mon budget à l'investissement jusqu'à 44% cette année. C'est dire qu'on peut miser fortement sur l'investissement pour sortir de la crise. Alors, ma question, c'est comment cela vous interpelle, ce différentiel d'analyse qu'il y a entre les experts qui font entendre leur voix aujourd'hui et ce que vous semblez dire sur cette façon de sortir de la crise par plus d'austérité. Merci à Christian Bourquin. La parole est à Jean-Claude Frécon. Oui, Monsieur le Président, je serai très court. Monsieur le Premier Président, vous n'avez pas parlé dans votre rapport, tout au moins dans ce que j'en avais vu jusqu'à maintenant, et je n'ai pas vu consulter tout le gros programme que vous nous avez donné tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu parler des engagements hors bilan de l'État, qui est pourtant une dépense importante dans le budget. Alors c'est vrai que nous vous avons demandé un rapport au titre du 58.2, que vous devez nous présenter début mai. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'en parlez pas dans le rapport d'aujourd'hui, mais c'est important. Je voudrais donc savoir où est-ce que vous en êtes de cette préparation de rapport. On avait prévu que vous pourriez nous le donner début mai. Je voudrais vous signaler que début mai, c'est la période de vacances du Sénat, mais naturellement, nous serons présents si c'est prêt à ce moment-là. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus précisément une date? Merci. Le Sénat étant à la disposition de la République, il est prêt à renoncer à toutes ses vacances pour comprendre les engagements hors bilan. Alors, Monsieur Francis Delattre. Monsieur le Premier Président, d'abord une observation et une question. L'observation pour vous dire que nous sommes quand même quelques-uns ici à la Commission à ne pas avoir partagé à l'époque l'analyse du rapporteur général sur la croissance. Nous ne croyons pas forcément à tous les modèles économétriques, mais quand même prélever plus de 1% de prélèvement et essentiellement, majoritairement sur les entreprises, nous ne pensions pas que ça pouvait produire une croissance de 0,8 et nous avions même dit qu'on serait plus proche de 0 que de 0,8. Cette analyse a été largement
conforté par la mise en place du financement du crédit impôt pour les entreprises pour pallier la compétitivité qui, du coup, s'aggravait encore avec les prélèvements qu'elles ont subis. Alors, sur ce prélèvement, deux questions. La première, c'est que le défaut, nous sommes d'accord qu'il faut alléger les charges d'entreprise. Mais le premier défaut, c'était que pour 2013, c'était pratiquement neutre. D'ailleurs, on dit crédit d'impôt, le terme n'est même plus approprié puisque la majorité des entreprises n'auront pas d'impôt à payer. Alors, la question est de savoir si vous pensez comme nous qu'en 2013, le dispositif ne s'appliquera pas. Mais un ministre nous a dit que la banque, la BIP, allait intervenir. Est-ce que vous pensez que la banque d'investissement, c'est son job de faire, oui, la banque pour investissement, c'est son job de faire des avances. Est-ce qu'elle va faire des chèques aux entreprises? Ça nous paraît quand même assez curieux comme système. Voilà pour l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Il était entendu sur le rapport annuel de la Cour qui a été rendu public le 12 février. Vous pourrez revoir cette audition à tout instant sur notre site publicsénat.fr. Très bonne matinée à tous sur Public Sénat.